Bonjour à tous et bienvenue à notre webconférence consacrée aujourd'hui aux déclarations d'accident du travail. Donc, on revoit ensemble comment on complète une déclaration en ligne ainsi que quelques informations réglementaires importantes. On parlera également du questionnaire risque professionnel et du compte AT-MP. Donc, sans oublier d'aborder quelques notions primordiales sur l'indemnisation d'un arrêt en accident du travail. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de Net Entreprise, du service de déclaration d'accident de travail en ligne, mais on parlera également des différents outils qui sont mis à votre disposition pour la gestion des arrêts en accident du travail. Donc aujourd'hui, j'anime ce webinaire avec mes collègues Christelle, Ingrid et Bader. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, ce webinaire va se dérouler sur un temps d'1h30 grand maximum. La première heure, on la consacre à vous présenter le PowerPoint d'aujourd'hui. La dernière demi-heure sera consacrée à répondre aux questions que vous nous aurez posées sur la rubrique questions-réponses. Alors attention, la rubrique chat, on la consacre à vous y déposer les liens vers la réglementation relative aux accidents du travail, ainsi que les documents qu'on a jugés importants pour vous dans la gestion des arrêts en accident du travail. On fait comme d'habitude, on vous fera parvenir le support de présentation ainsi que la liste des questions-réponses et tous les documents que je viens de vous citer d'ici quelques jours. Alors, bien sûr, on vous déposera également le lien vers le questionnaire de satisfaction pour lequel on attend, s'il vous plaît, beaucoup de participation. Effectivement, plus vous serez nombreux à répondre à ce questionnaire, plus nous aurons l'occasion de vous présenter d'autres webinaires sur ce format-là. Je vous propose donc de commencer immédiatement. Donc, je vais tenter de vous partager le document d'aujourd'hui. Voilà, donc logiquement, il devrait s'afficher à votre écran. J'attends une confirmation de Christelle. Oui, il est tout à fait affiché, Karima. Parfait, merci beaucoup. Alors, un rapide coup d'œil sur le programme de la prochaine heure. Donc, vous avez le sommaire qui est affiché à votre écran. Alors, on va faire un point sur la réglementation. Tout à fait, Karima, on commence par la réglementation. Peux-tu nous rappeler, nous expliquer ce qu'est un accident de travail, un accident de trajet, s'il te plaît? Alors, l'accident du travail est caractérisé par un fait accidentel, une origine de nature exclusivement professionnelle. Donc, le caractère professionnel en tant que la victime doit être placé sous la subordination juridique d'un employeur et que l'accident survient au cours de la réalisation de son travail. Donc, bien sûr, il faut que la victime ne se soit pas soustraite à la subordination de l'employeur. Donc, pour caractériser l'accident du travail, il faut, je viens de vous le dire, qu'il y ait un fait accidentel. Et il faut que ce fait accidentel ait engendré une lésion. Alors, la plupart du temps, on entend par lésion, lésion corporelle, mais il est vrai qu'il peut tout à fait s'agir également de traumatisme psychologique. L'accident du trajet, quant à lui, c'est un accident donc, qui va survenir sur le trajet entre le travail et le domicile ou entre le travail et le lieu de restauration, par exemple. Qu'est-ce qu'on entend par domicile? C'est en général la résidence principale. Ça peut être une résidence secondaire, mais ça peut également être un lieu qui a un caractère de stabilité. Si par exemple le salarié dort 2 nuits par semaine à un endroit bien particulier, ça présente un caractère de stabilité et donc nous le prendrons en compte dans le cadre des accidents du trajet. Alors, il est vrai que lorsqu'on étudie un accident du trajet, comme je viens de vous le dire, c'est le trajet qui est protégé. Normalement, le trajet qui doit être utilisé est toujours le trajet le plus court et le plus rapide, on va dire, entre le travail et le domicile. Maintenant, il est vrai que ce trajet peut être interrompu par ce qu'on appelle des nécessités de la vie courante. Qu'est-ce qu'on appelle nécessité de la vie courante? C'est le fait d'aller chercher ses enfants à l'école, c'est le fait d'aller chercher du pain, par exemple, ou encore, lorsqu'on fait du covoiturage, tout simplement de déposer son collègue, effectivement, à son domicile et de reprendre son trajet vers son domicile à soi. Donc, il faut savoir que quand vous avez ce cas de figure, c'est pris en compte effectivement dans le cadre de l'étude des accidents de trajet. Alors, toute lésion qui va intervenir
sur le temps du travail et sur le lieu du travail est considéré comme imputable au travail et va forcément nécessiter que vous fassiez une déclaration d'accident du travail. Donc, je résume. Si il survient un accident sur le temps du travail, sur le lieu du travail, que le salarié est bien sous votre subordination, il y a ce qu'on appelle une présomption d'imputabilité et donc on pense que l'accident est fortement donc imputable là au travail. Vous avez la possibilité de renverser cette présomption lorsque vous arrivez à prouver que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Et à partir de là, Karima, peux-tu aussi nous dire ce qu'est un accident de mission? Alors, l'accident de mission n'est pas expressément défini par le Code du travail ni par le Code de la sécurité sociale. C'est une construction jurisprudentielle à partir de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Donc, concernant les salariés qui effectuent des déplacements pour le compte de l'entreprise, ça peut être des VRP, des salariés qu'on envoie sur des chantiers, chez des clients, ça peut être tout simplement des salariés qui partent en formation. Donc, la jurisprudence a assoupli les critères retenus en matière d'accident du travail. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que pour que ce soit reconnu en accident, il fallait que ce soit sur le temps du travail, sur le lieu du travail et sous la subordination de l'employeur. Donc, un accident qui arrive à un salarié qui est en mission est présumé être un accident du travail à partir du moment où il survient à l'occasion d'un acte professionnel ou d'un acte de la vie courante. Et bien évidemment, il vous faudra faire une déclaration d'accident du travail. Donc, à partir du moment où le salarié sort de chez lui et qu'il part pour sa mission, jusqu'au moment où il rentrera chez lui, donc il sera considéré en mission. S'il lui arrive quoi que ce soit pendant cette période, vous devrez faire une déclaration d'accident du travail. Dans le cadre de l'instruction du dossier, aujourd'hui, quelles sont les nouveautés? Alors, la première de ces modifications réside dans la suppression de la prolongation des délais d'instruction. En effet, jusqu'ici, il était prévu des délais initiaux, éventuellement renouvelables si on avait besoin de faire des investigations supplémentaires. Donc, aujourd'hui, ce principe, on l'a abandonné. Donc, désormais, le nouveau délai qui concerne les accidents du travail, c'est 30 jours. À partir du moment où on reçoit le certificat médical et la déclaration d'accident du travail. Donc, dès qu'on a les deux documents, le délai d'instruction, en fait, commence. Donc, si on a les deux documents et qu'on peut prendre en charge dans un délai de 30 jours, on prend en charge. Maintenant, si ça n'est pas possible et qu'il faut faire une enquête supplémentaire, qu'on doit mener des investigations, à ce moment-là, le délai, quant à lui, il est porté à 90 jours. Donc, soit on prend une décision en 30 jours, soit si ça n'est pas possible, le délai, donc, maximum sera de 90 jours. Si on mène des investigations supplémentaires, on va envoyer des questionnaires aux différentes parties. Donc, vous en recevrez un, votre salarié va également en recevoir un et éventuellement aussi le témoin s'il y a un témoin. Alors, ce questionnaire, vous avez 20 jours pour y répondre. C'est un questionnaire qui sera répondu en ligne, mais ne vous inquiétez pas, je vous en reparle d'ici quelques minutes. Merci pour ces réponses, Karima. Et quelles sont les nouvelles procédures qui en découlent? Alors, on sait que vous devez déclarer un accident du travail dans les 48 heures à partir du moment où vous en avez eu connaissance. Alors, sachez que quelle que soit la nature ou la gravité de l'accident, vous devez faire une déclaration. En fait, vous n'avez pas à vous faire juge de la gravité ou du caractère professionnel de l'accident. Si à votre niveau, vous considérez qu'effectivement, ça n'est pas un accident du travail pour vous, vous devez et vous avez l'obligation de réaliser tout de même une déclaration dans les 48 heures. Quelles que soient les réserves que vous ayez à émettre, vous devez faire cette déclaration. D'autant plus qu'effectivement, si vous avez des doutes sur le caractère professionnel et que vous souhaitez contester cet accident, on vous invite à émettre des réserves. Sachez que si vous pouvez les émettre en même temps que la déclaration d'accident du travail, c'est très bien. Maintenant, sachant que vous n'avez que 48 heures pour faire votre déclaration, vous pouvez tout à fait, puisqu'en fait, avec la nouvelle procédure, c'est autorisé, vous avez 10 jours pour émettre des réserves après nous avoir envoyé la déclaration d'accident du travail. Donc, attention, lorsque vous émettez des réserves, elles doivent être motivées pour être recevables. Donc, je vais vous en parler dans quelques minutes, vous réexpliquer ce que c'est qu'une réserve recevable.
Justement, Karima, hein, précédemment, tu nous as parlé de ces fameuses réserves. Peux-tu nous en dire davantage? Alors, si vous avez des doutes sur le caractère professionnel de l'accident, notez vos réserves motivées dans la rubrique éventuelles réserves motivées qui se trouve donc dans le service déclaration d'accident de travail en ligne sur Net Entreprise. Maintenant, il est vrai que si vous voulez nous faire part de beaucoup d'informations et que vous avez des documents à joindre, je vous invite en fait à nous faire une lettre de réserve sur Word et à l'annexer avec votre déclaration d'accident du travail lorsque vous la saisirez sur Net Entreprise. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, les réserves, elles doivent être motivées. Alors déjà, elles doivent forcément porter obligatoirement sur des circonstances de temps et de lieu de l'accident ou éventuellement une existence d'une cause totalement étrangère au travail. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous disais que pour qu'il y ait une présomption d'imputabilité de cet accident, comme étant un accident du travail, il fallait que ça se passe sur le lieu du travail, sur le temps du travail et sous la subordination de l'employeur. Donc, si vous émettez des réserves, il faut forcément que ce soit sur une de ces catégories-là. Donc, quelle réserve pourrait-on rencontrer, par exemple? Il peut s'agir d'une absence de fait accidentel. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, pour qu'il y ait un accident de travail, il faut qu'il y ait un fait accidentel. Donc, s'il y a une absence, ça, c'est une réserve valable. Il peut y avoir une absence de relation entre l'accident du travail et, par exemple, le travail en lui-même. Si la personne donc, ne faisait pas l'activité pour laquelle elle est payée, effectivement, ça, c'est une réserve recevable. Il peut y avoir une absence de lésion corporelle. Tout à l'heure, je vous ai dit, il faut qu'il y ait un fait accidentel qui ait engendré forcément une lésion corporelle. Donc, si ça n'est pas le cas, ou une lésion psychologique, donc ça peut être une réserve. Ou enfin, si vous jugez qu'il y a une absence totale de relation entre l'accident et les lésions. Donc là, effectivement, c'est également une réserve. J'ai bien compris tes propos, mais peux-tu nous donner quelques exemples de réserves motivées qui nous parleront davantage? Oui, bien sûr, je peux vous trouver un exemple. Alors, imaginons que, par exemple, vous m'indiquiez sur la déclaration, mon salarié s'est blessé à l'occasion d'un match de foot dimanche matin et il a essayé de faire passer ça en accident de trajet le lundi matin. Alors, imaginons, par exemple, votre salarié, il joue au foot avec des collègues à lui. Et il joue tous les dimanches matins. Et là, il s'est blessé particulièrement, par exemple, à la cheville. Et donc, ses collègues en sont témoins. Et puis, quand il arrive le lundi matin, tout de suite, en fait, il vous informe qu'il a eu un accident de trajet et qu'il s'est fait mal à la cheville, là où il s'était blessé d'ailleurs au match de foot. Donc là, c'est vrai qu'on a des raisons de penser qu'il y a un doute. Donc, à ce moment-là, vous pouvez émettre des réserves. Effectivement, vous nous indiquerez ce que vous nous déclarez, à savoir que la personne s'est blessée au cours du match de foot et que vous avez un doute quant à la véracité de l'accident de travail. Donc, on étudiera ces réserves et on mènera des investigations supplémentaires. Un autre exemple, c'est mon salarié s'est blessé alors qu'il avait quitté son poste de travail pour se livrer à une activité personnelle. Par exemple, le salarié, en fait, il est en activité et puis il s'arrête à 10 heures pour aller réparer sa trottinette ou le regonfler le pneu, par exemple, et puis il se blesse pile poil à ce moment-là. Donc là, effectivement, on est d'accord. Au moment où le salarié sort de son poste de travail pour aller réparer sa trottinette, il n'est plus sous la subordination de l'employeur. Et donc, à ce moment-là, c'est une réserve recevable. Effectivement, là, il n'y a plus de présomption d'imputabilité. C'est plus l'employeur, en fait, doit tout simplement, vous nous avez apporté la preuve qu'il n'avait pas respecté. Il n'est plus sous votre subordination. Donc, du coup, là, c'est au salarié d'apporter la preuve qu'il s'agissait bien d'un accident du travail. Je te remercie, ces exemples sont parlants. Peux-tu nous donner maintenant des exemples de réserves non motivées? Oui, je peux le faire. Donc, par exemple, mon salarié a signalé sa blessure le lundi matin alors qu'il venait de prendre son poste. Donc là, effectivement, il n'y a aucune circonstance, aucun élément de circonstance particulier. C'est-à-dire que malheureusement, on peut tout à fait venir au travail et se blesser en prenant immédiatement son poste. Donc là, techniquement, ça n'est pas une réserve recevable. Ensuite, il y a une réserve qui revient souvent sur les déclarations d'accident du travail, donc j'en profite pour vous la citer aujourd'hui. C'est lorsque vous nous inscrivez que votre salarié il s'est blessé parce qu'il n'a pas porté son casque
de sécurité sur un chantier ou ses chaussures de sécurité, ou encore que par exemple il est monté, il avait une échelle à sa disposition et puis qu'il a sauté de l'échelle, du coup qu'il n'est pas descendu et qu'il s'est blessé. Donc effectivement, dans ce cas de figure, il faut que vous sachiez que ce n'est pas forcément une réserve recevable, dans le sens où les conditions sont bien respectées. C'est bien sur le temps du travail, c'est bien sur le lieu du travail, c'est bien sous la subordination de l'employeur, et il y a bien en fait une lésion consécutive à l'accident. Donc là, il y a bien une présomption d'imputabilité. Donc, certes, l'assuré est blâmable. Là, le salarié a fait une faute dans le sens où il n'a pas respecté en fait la discipline au sein de l'entreprise. Il n'a pas porté ses chaussures de sécurité, il n'a pas mis son casque, mais au sens de la sécurité sociale, il faut savoir qu'il y a de fortes probabilités que cet accident du travail soit pris en charge. Donc, effectivement, le fait de juste inscrire n'a pas mis son casque, n'a pas mis ses chaussures, ça n'est pas une réserve motivée. Enfin, je voulais vous parler d'un dernier cas qui est celui qui concerne en fait les antécédents médicaux. Parfois, vous avez des salariés qui vont venir vous déclarer un accident du travail, donc toutes les conditions vont être remplies. Et effectivement, vous savez qu'il y a un passif médical, par exemple une personne qui souffre du genou de manière chronique. Donc, depuis qu'elle est chez vous, vous savez qu'elle souffre toujours du genou. Et là, elle vous déclare un accident du travail toujours sur ce même genou. Alors, sachez que c'est tout à fait possible, hein. On peut ne pas avoir de chance et vraiment s'être blessé à cet endroit-là. Maintenant, il est vrai que vous pouvez tout à fait émettre des réserves aussi en nous indiquant qu'il y a des antécédents médicaux qui vous font penser que peut-être la lésion n'est pas due à l'accident. Et à ce moment-là, nous, on interrogera notre service médical, on demandera au médecin conseil donc de nous indiquer s'il y a bien une relation de cause à effet entre la lésion déclarée et l'accident du travail. Karima, parlons maintenant du recours contre tiers. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, s'il te plaît? Alors, il s'agit de nous signaler qu'une tierce personne ou un tiers élément serait responsable du fait accidentel. Donc, signaler un tiers responsable va permettre à l'assurance maladie en fait de constituer un dossier pour venir récupérer en fait tous les fonds, si vous voulez, qui ont été utilisés pour soigner le salarié, pour indemniser le salarié. Donc, on va essayer de récupérer donc cet argent, soit auprès du tiers responsable, soit de son assureur. Donc, même si vous ne connaissez pas l'identité du tiers responsable, mais vous savez qu'il y en a un au moment où vous rédigez la déclaration de l'accident du travail, donc il faut nous le mettre. Si au moment où vous la faites, vous n'en avez pas connaissance et que vous l'apprenez qu'après, donc pas de problème, à tout moment, vous pouvez nous le signaler par simple courrier. Très bien. Une dernière question. Que je sois employeur ou assuré et que je ne suis pas d'accord avec les notifications de prise en charge de l'accident, que puis-je faire? Quels sont les recours et quand les réaliser? Alors, à l'issue de l'instruction, la CPAM, elle va notifier une décision. Donc, soit c'est une décision de prise en charge, soit c'est une décision de rejet. Mais dans les deux cas, en fait, vous avez tout à fait la possibilité de contester. Donc, les voies de recours, elles se trouvent toujours sur les courriers. Donc, pour ce faire, en fait, il faut saisir la commission de recours amiable. Alors, pour rappel, la commission de recours amiable, ça n'est pas une juridiction, mais c'est juste un organe de nature administrative. Donc, elle est habilitée à examiner les litiges qui vont porter sur des décisions administratives. C'est néanmoins un passage obligé pour les parties qui ne peuvent pas saisir directement le tribunal. Donc, en fait, la saisine de la CRA, donc de la commission recours amiable, peut se faire par simple courrier. D'accord. À partir de là, Karima, si je suis employeur et que mon salarié est victime d'un accident, peux-tu nous faire un rapide récapitulatif de ce que je dois réaliser? Alors, alors déjà, vous venez d'être informé qu'il y a eu un accident au sein de votre entreprise. Donc, vous avez 48 heures pour le déclarer à la CPAM. Donc, pour cela, vous vous rendez sur le site Net Entreprise, vous vous connectez, identifiant mot de passe, et là, vous saisissez votre déclaration d'accident du travail.
Donc, dans la foulée, vous remettez à votre salarié un volet de soins pour ne pas qu'il fasse l'avance des frais auprès du médecin, auprès de la pharmacie. Et enfin, s'il est en arrêt de travail, vous devrez nous établir un signalement d'arrêt de travail DSN au risque accident du travail ou vous devrez saisir une attestation de salaire sur Net Entreprise. Merci pour ces explications. On a fait le point ensemble, Karima, sur la législation et son évolution. On entre maintenant dans le vif du sujet et sur la saisie des déclarations d'accident de travail sur Net Entreprise avec ma collègue Ingrid. Dis-moi, Ingrid, pourquoi déclarer en ligne et quels sont les avantages, s'il te plaît, pour les employeurs? Alors, Bader, en fait, c'est un service qui est facile, rapide et économique puisqu'il est gratuit. Donc, il libère l'employeur des coûts des envois postaux. De plus, en fait, il associe toutes les garanties de sécurisation des échanges avec 2 niveaux d'accusé de réception, un premier avis de dépôt et un second avis de réception logique, donc qui est émis par la caisse gestionnaire. C'est l'équivalent du recommandé postal. Donc, ce service vous guide dans la déclaration et il vous offre la possibilité d'apporter toutes les informations que vous souhaitez communiquer à la caisse primaire et de joindre des documents complémentaires, notamment la lettre de réserve. L'exhaustivité des informations ainsi fournies va permettre à l'assurance maladie et à vous de réduire nos échanges ultérieurs et nécessaires à la qualité et à la rapidité du traitement de la déclaration. Et comment on fait à partir de là? Via quel support, s'il te plaît? Eh bien, direction sur le site Net Entreprise afin de se connecter avec vos identifiants. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous avez la possibilité de le réinitialiser et dans le cas où vous n'avez pas de compte, de pouvoir vous y inscrire. Donc, dès que vous êtes connecté, vous allez pouvoir choisir l'onglet dans vos déclarations de la DAT pour déclaration accident du travail. Si vous ne disposez pas de cet onglet, c'est que vous n'avez pas encore souscrit à ce service. Et si, par contre, vous avez souscrit au service et qu'il n'apparaît pas, il faudra attendre quand même 24 heures pour que ce service vous soit attribué et ainsi faire votre déclaration. Donc, la création de la déclaration va se faire par étapes et il y en a 8 au total. Donc, à l'étape 1, à mon profil, vous allez commencer par sélectionner l'action que vous souhaitez réaliser. Donc, vous avez le choix entre l'EFI, échange de formulaires informatisés, ou de l'EDI, l'échange de données informatisées. Donc ça, c'est un module informatique qui est couplé à votre logiciel de paie et qui vous permet de télétransmettre vos déclarations et autres attestations directement vers votre caisse primaire. Donc ici, dans notre cas, nous allons choisir une déclaration en EFI. Donc, la partie que vous voyez à l'écran, elle est facultative. Ça concerne l'adresse secondaire de correspondance. Donc, c'est par exemple si l'établissement ne gère pas la déclaration, que c'est le siège, vous allez cocher oui. Et c'est lui, le siège, qui va s'occuper du suivi du dossier. Et donc, vous indiquerez donc les coordonnées de l'établissement gestionnaire, c'est-à-dire le siège. Si c'est vous qui gérez de A à Z le suivi du dossier, donc dans ce cas-là, vous laissez cocher non. Ensuite, vous avez la rubrique numéro de risque. Donc ça, ce numéro risque figure sur votre notification du compte du taux ATMP que vous avez désormais en dématérialisé sur votre compte ATMP depuis Net Entreprise. C'est un service aussi qui est gratuit. Les coordonnées de service de santé au travail, donc ça, vous le renseignez ce pavé que si vous connaissez l'adresse de la médecine du travail. Et ensuite, vous passez à l'étape suivante. Donc là, l'étape suivante, c'est sur les renseignements concernant la victime. Donc je vais attirer surtout votre attention sur le fait que tous les champs qui figurent ou figurent un astérix nécessitent une saisie obligatoire. Si vous ne saisissez pas ces champs, vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Donc on revient à notre victime d'accident. Donc là, vous allez renseigner les informations donc, obligatoires telles que le numéro de sécurité sociale, le nom, le prénom et l'adresse du salarié, ainsi que sa nationalité. Ensuite, au niveau de la rubrique des professions, donc là, on vous soumet des choix de professions qui vous sont proposés par défaut. Il se peut que vous ne trouviez pas votre bonheur, donc pas d'inquiétude. Pour gagner du temps, indiquez
non précisé dans les deux champs qui succèdent. Puis, vous allez par contre mentionner impérativement la profession ou le poste occupé dans l'entreprise, dans la cellule qui est juste en dessous. Puis, vous allez compléter à l'aide des menus déroulants le reste de l'étape. Donc, vous avez la qualification professionnelle, l'ancienneté et le poste. Ensuite, nous arrivons à l'étape 3, qui est l'étape sur la description de l'accident. Donc là, on va indiquer la date de l'accident, l'heure et les horaires de travail pour le jour de l'accident. Alors, petite particularité concernant l'heure et les horaires, si vous avez mis 8 heures ou 10h30, là dans notre cas de l'accident de travail, vous mettrez bien 10:30 ou 10:30 et normalement le système devrait mettre automatiquement les deux petits points. Si c'est 8 heures ou 9 heures, mettez bien 08:00. Ensuite, à l'aide du menu déroulant, vous allez préciser le lieu de l'accident, donc soit le lieu de travail habituel, le trajet ou un chantier par exemple. Vous précisez bien le lieu de l'accident et le siret du lieu de l'accident, si vous le connaissez, sinon vous cochez la case « J'atteste que l'accident a eu lieu en dehors », etc. Cela nous permettra de déterminer s'il s'agit d'un accident de travail, de mission ou de trajet. Toujours à l'étape 3, là on va renseigner les circonstances et la nature de l'accident. Donc dans la rubrique « Activité », vous allez indiquer ce que faisait la victime lors de l'accident. Donc il réalisait telle ou telle activité. Dans la rubrique « Nature », là vous allez préciser comment est survenu l'accident. Donc en chutant, il s'est coupé, etc. Objet. Donc là, vous allez indiquer ce qui a causé la blessure ou l'accident. Donc une machine, un objet, un véhicule, voilà. Et s'il n'y a pas d'objet, là, vous inscrivez néant, puisque c'est une rubrique obligatoire. Au niveau du siège des lésions, donc là, vous allez indiquer l'endroit du corps où le salarié s'est blessé en indiquant la latéralité, donc droite ou gauche, si besoin. Donc par exemple, la main droite. Au niveau de la nature des lésions, donc là, vous allez préciser s'il s'agit d'une fracture, une brûlure, une piqûre, une présence d'un corps étranger, un malaise. Et par contre, bien sûr, vous n'êtes pas médecin. Donc, vous indiquez simplement ce que vous voyez sur le certificat médical ou ce que vous dira votre salarié et ce qu'il ressent. Donc, par exemple, une douleur. Dans la case réserve, là, vous allez pouvoir émettre vos réserves. Donc, on vous conseille d'indiquer que vous émettez des réserves et que vous adressez un courrier en pièce jointe. Et on verra un petit peu plus tard comment on peut joindre les réserves motivées. Donc là, on va passer à l'étape 4 sur la description de l'accident. Donc c'est à ce niveau-là que vous avez précisé si l'accident a été vu, constaté par des témoins, donc l'employeur, le collègue ou un client, ou s'il a été connu, c'est-à-dire que l'employeur a été informé a posteriori des faits sans en avoir été témoin. Donc si l'accident est décrit par la victime, vous cochez la case dédiée et vous indiquez le jour et l'heure auquel vous avez pris connaissance de l'accident. Si votre salarié bénéficie d'un arrêt de travail, vous cochez la case adéquate. Je vous invite en fin de procédure donc à établir une attestation de salaire pour l'arrêt de travail. Vous avez aussi la petite rubrique concernant un registre des accidents du travail bénin. Donc pour cela, pour tenir ce registre, il faut remplir 3 conditions. Donc c'est avoir au sein de l'entreprise et de façon permanente une personne qualifiée en santé au travail, telle qu'un médecin ou un infirmier, de disposer d'un poste de secours et de respecter les obligations légales du CSSCT, donc la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, c'est l'ancien CHSCT. Donc, ce registre dispense l'employeur de réaliser la déclaration d'accident qui n'entraîne ni arrêt de travail ni soins médicaux. Donc, l'autorisation de tenue de ce registre est accordée à tout employeur ou toute entreprise qui le demande à la CARSAT du lieu d'implantation de l'établissement, s'il remplit bien sûr les 3 conditions que je vous ai énoncées précédemment. Lorsque vous avez enregistré sur la déclaration d'accident de travail sur le registre et que l'accident qui a fait l'objet de sa simple inscription, mais qui entraîne ultérieurement un arrêt de travail ou des soins médicaux, vous devrez alors établir une déclaration d'accident de travail dans les 48 heures suivant cette nouvelle circonstance et délivrer
le feuille de soins. Dans ce cas, la déclaration d'accident de travail établie par vous devra comporter l'indication du numéro d'inscription de l'accident du registre. Donc, je vous invite à la faire rapidement sur Net Entreprise. On arrive à l'étape 5, concernant les renseignements sur le témoin. Donc, vous allez compléter uniquement s'il y a des témoins ou s'il y a une première personne avisée qui n'est pas l'employeur. S'il s'agit d'un collègue, précisez l'adresse personnelle du collègue et non celle de l'entreprise, puisque le questionnaire lui sera envoyé directement à son domicile. Veuillez renseigner aussi les coordonnées du témoin visuel de l'accident. Et s'il y a plusieurs témoins qui ont assisté à l'accident, vous pouvez transmettre les coordonnées de 3 autres témoins au maximum, en répondant oui à la question « Y a-t-il d'autres témoins ?» Donc, ces informations seront reportées sur le volet complémentaire à la déclaration d'accident de travail. Donc, il est important de noter les coordonnées des éventuels témoins, ce qui nous permettra de statuer plus facilement de la prise en charge ou du rejet de l'accident de travail. En l'absence de témoins visuels, indiquez la première personne de l'entreprise qui a été avisée de l'accident. À l'étape 6, on va renseigner les informations sur le tiers. Donc, si l'accident a été causé par un tiers, c'est le moment de l'indiquer en cochant « oui » et vous pourrez par la suite renseigner les informations sur le tiers. Par défaut, la case « non » est cochée. Toujours à cette même étape 6, vous avez la possibilité de suspendre la déclaration d'accident de travail. Donc, afin de la faire viser soit par un éventuel responsable avant de pouvoir la reprendre, ou pour y revenir plus tard pour la modifier en y apportant quelques précisions. Mais bien sûr, il faut toujours respecter le délai d'envoi dans les 48 heures. Ensuite, lorsque vous allez reprendre votre déclaration, il vous suffira de vous reconnecter sur la déclaration d'accident de travail et à l'étape 1, vous choisirez reprendre une déclaration en cours de saisie EFI. La fameuse étape 7, les pièces jointes, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir nous joindre tout document que vous jugez utile à la compréhension de l'accident. Donc photos, témoignages, mais aussi lettres de réserve dont Karima vous a parlé précédemment. Donc vous pourrez joindre. Attention, particularité, il faut que la pièce soit nommée en un seul mot et qu'il n'y ait pas de caractère de ponctuation ou de caractère alphanumérique. Vous aurez à cette même étape la signature, donc le champ que vous allez compléter, ça sera la qualité, directeur, secrétaire, gestionnaire RH, par exemple, et vous cliquerez sur l'étape suivante. À l'étape suivante, donc la validation. Donc, avant de répondre oui, la déclaration va devoir s'ouvrir en format PDF pour que vous puissiez vérifier le contenu et en cas d'erreur, vous pourrez revenir sur la rubrique erronée en cliquant sur les étapes précédentes. Vous terminerez donc la saisie en validant oui, puis en cliquant sur l'étape suivante. La déclaration sera automatiquement envoyée à la caisse primaire d'affiliation de votre salarié. Si cette fenêtre ne s'ouvre pas et elle ne permet pas de visualiser la déclaration au format PDF, donc là, vous pourrez visualiser donc, un petit message d'erreur. Donc, par exemple, une fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée. Vous cliquerez dessus et vous autoriserez à ouvrir les fenêtres intempestives. Sinon, par exemple, dans Firefox, il faut aller dans Préférences, puis dans Onglet Contenu et décocher Bloquer les fenêtres pop-up. Voilà. Donc, il faut vraiment désactiver cette option dans Options Internet et débloquer les fenêtres surgissantes ou pop-up pour pouvoir visualiser la déclaration d'accident de travail. Donc, dès que vous avez validé et répondu oui, on passe à l'accusé de dépôt. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir l'enregistrer ou l'imprimer, cet accusé de dépôt, puisque c'est la preuve que vous l'avez bien envoyé dans les délais. C'est l'équivalent du recommandé postal que vous avez envoyé auparavant. Nous vous conseillons donc de l'imprimer ou de l'enregistrer, à vous de voir, et vous avez aussi la possibilité d'imprimer le volet de soins. Donc là, je vais vous parler pour terminer de ce fameux volet de soins. Donc en fait, il va permettre la prise en charge des soins et il sera à remettre à votre salarié. L'avantage avec la déclaration en ligne, c'est que cette feuille de soins, elle est pré-remplie avec les informations concernant votre salarié et l'accident du travail. Il vous suffit de l'imprimer et de lui donner afin qu'il bénéficie de la gratuité des soins en rapport avec l'accident de travail. Il devra la présenter à tous les professionnels de santé, par exemple le médecin, l'infirmier, le kiné, le radiologue, etc. Et pour ça, vous
vous allez lui délivrer le premier volet de soins et en cas de renouvellement, votre salarié devra se rapprocher de nos services en nous remettant le premier volet de soins complété. Voilà, Bader, j'ai fini. J'espère que mes explications ont été claires. Et je te remercie, Ingrid, ils ont été très clairs sur la complétude effectivement de cette déclaration d'accident de travail. On a pu voir rapidement tout à l'heure comment se matérialisait la déclaration au format PDF, mais aussi cette fameuse feuille de prise en charge des soins. On va se diriger effectivement maintenant sur le questionnaire risque professionnel, toujours en lien donc avec les accidents de travail, mais aussi les maladies professionnelles. Je vous propose maintenant de parler de ce fameux questionnaire risque professionnel en passant la main à Karima. Alors, tout d'abord, Karima, quelles informations pourrais-tu nous proposer sur le questionnaire salarié employeur risque professionnel, s'il te plaît? Alors, dans le cas d'une instruction d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'assurance va mettre à disposition des employeurs et des salariés, voire des témoins également, un site pour compléter les questionnaires risque professionnel. Alors, je vous le disais tout à l'heure, en fait, la CPAM, elle a 30 jours pour prendre une décision concernant la prise en charge du dossier. Donc, soit on prend pas en charge. Si au bout des 30 jours, on n'a pas pu prendre en charge, ce qui se passe, c'est qu'on va mener des investigations complémentaires. Donc, quand on mène ces investigations, ça veut dire lancement de questionnaire à l'entreprise, lancement de questionnaire aux salariés, voire aux témoins. Donc, la première fois, en fait, la CPM va vous envoyer un courrier sur lequel va figurer une adresse URL qu'il faudra copier dans votre navigateur. À ce moment-là, vous atterrirez sur le site du risque professionnel pour les questionnaires. Donc, il vous faudra créer votre compte. Je vais vous expliquer d'ici quelques secondes d'ailleurs comment on fait pour créer son compte. Donc, nous, on va vous envoyer cette URL et un mot de passe provisoire que vous utiliserez donc pour créer votre compte. Et s'il te plaît, Karima, quels sont les avantages à répondre au questionnaire en ligne? Alors, les avantages sont nombreux. Les principaux sont affichés à votre écran. Donc déjà, c'est un service gratuit. Vous allez pouvoir vous économiser en fait les frais d'envoi, les frais postaux. C'est un service qui est simple d'utilisation. En fait, vous allez pouvoir compléter vos informations, y revenir quand vous le souhaitez. C'est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous n'avez pas les informations au moment où vous commencez à le compléter, pas de souci. Vous vous interrompez, vous y reviendrez plus tard. Sachez cependant que vous avez 20 jours maximum pour y répondre. Alors, vous allez pouvoir archiver de manière très simple les éléments. Si vous voulez avoir des documents numériques, vous les conservez sur l'ordinateur. Vous voulez les imprimer en PDF, aucun souci. Vous allez pouvoir consulter les pièces du dossier et surtout, vous allez pouvoir bénéficier d'une aide en ligne. Effectivement, si vous voulez savoir ce qui est attendu dans telle ou telle rubrique, pas de souci, consultez l'aide en ligne et la réponse vous sera apportée. Et l'avantage, le dernier et pas le moindre, c'est que c'est un outil entièrement sécurisé. Il va vous permettre de consulter les pièces du dossier et de pouvoir également, si vous le souhaitez, y apporter des observations. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissaient l'ancienne procédure, quand on mène des investigations, on doit, avant de prendre une décision, faire partir ce qu'on appelle une procédure contradictoire. C'est une procédure juridique qui nous impose de vous laisser la consultation possible du dossier avant qu'on ne donne notre décision. Donc, en général, ce sont les 20 derniers jours du fameux délai des 90 jours dont je vous parlais en début de webinaire, où vous allez pouvoir, sur les 10 premiers jours, là, consulter le dossier et vous allez pouvoir donc apporter des observations. Donc avant, souvenez-vous, il fallait vous déplacer, venir à la CPAM d'affiliation du salarié pour venir consulter le dossier, voir les autres pièces qui avaient été apportées éventuellement par la victime ou par les témoins. Là, tout ceci, c'est terminé. Désormais, on le fait en ligne. Mais attention, vous pourrez le consulter en ligne que si vous avez complété les questionnaires en ligne, bien sûr. À partir de là, s'il te plaît, pourrais-tu nous expliquer comment y accéder, comment y répondre? Oui, bien sûr, c'est très simple. Donc, je vous le disais tout à l'heure. Donc, la CPAM chez laquelle il y a l'instruction en cours de l'accident du travail, donc, va
envoyer un courrier vous indiquant que nous émettons des questionnaires, donc à votre intention, à l'intention du salarié. On vous envoie un premier questionnaire sur lequel se trouve donc cette fameuse adresse URL que vous viendrez copier, vous, dans votre navigateur Internet, et il sera accompagné d'un mot de passe provisoire. Donc, première chose, ce que vous faites, c'est que vous vous inscrivez. Donc là, vous complétez les informations, donc vous acceptez les conditions générales d'utilisation, donc vous cliquez sur Créer mon compte. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un lien pour activer votre compte. Donc attention, pour des raisons de sécurité, le lien n'est actif qu'1 heure. Donc, si vous avez laissé passer l'heure, du coup, il va falloir recommencer l'inscription. Ça vous prendra 30 secondes supplémentaires. Donc, une fois que vous avez activé le lien, le système vous donne la main pour personnaliser votre mot de passe. Alors, une fois que vous avez fait l'essentiel et que donc vous avez créé votre compte, la CPM vous a averti que pour tel salarié, un questionnaire était disponible. Donc là, vous vous connectez sur votre compte avec le mot de passe que vous aurez personnalisé. Vous sélectionnez votre SIRET. Alors oui, effectivement, si vous recevez plusieurs courriers de plusieurs CPAM, et que vous avez plusieurs établissements, sachez que vous pouvez rapatrier tous les SIRET sur un seul et même compte. Ça vous évitera d'avoir des comptes différents par SIRET. À ce moment-là, vous sélectionnez le SIRET concerné et vous allez rechercher donc le questionnaire pour lequel on attend donc une réponse de votre part. Et bien évidemment, vous avez 20 jours grand maximum pour y répondre. Alors, tu nous en as parlé tout à l'heure assez rapidement. Pouvons-nous consulter les éléments, les pièces du dossier? Oui, je vous le disais tout à l'heure, c'est un avantage majeur du questionnaire risque professionnel en ligne, c'est que vous allez tout simplement consulter les pièces du dossier. Vous allez pouvoir apporter vos observations, mais je vous dirais que l'avantage le plus intéressant également, c'est que vous allez pouvoir être informé en temps réel de la mise à disposition des observations des autres parties. Très bien, et je te remercie pour ces quelques informations, Karima. Parlons maintenant des démarches à réaliser afin de permettre l'indemnisation des accidents de travail, mais aussi des maladies professionnelles. Pour ça, je vais repasser la main à ma collègue Ingrid. Ingrid, peux-tu nous rappeler comment réaliser un signalement DSN en lien avec un accident de travail, une maladie professionnelle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, depuis votre logiciel de paie, vous allez pouvoir nous transmettre le signalement d'événement DSN en indiquant le motif de l'absence, ici accident du travail, la date du dernier jour de travail, éventuellement les dates extrêmes de subrogation selon votre convention collective ou vos accords d'entreprise. Attention, il faut une antériorité de 12 mois de DSN mensuel pour votre salarié pour transmettre votre signalement d'événement. Peux-tu nous rappeler où réaliser notre attestation de salaire, accident de travail, sur Net Entreprise? Oui, alors cependant, pour ceux qui utilisent encore Net Entreprise pour établir les attestations de salaire, il faut établir au titre de l'accident de travail ou maladie professionnelle uniquement. Donc, il est inutile de nous transmettre une attestation de salaire en maladie classique, puisqu'on versera une indemnisation provisoire le temps de la reconnaissance grâce à l'attestation de salaire en accident du travail. Alors, j'ai juste un petit écho derrière. Voilà, merci. Alors, depuis votre compte, vous cliquez sur l'icône attestation de salaire, puis à nouveau sur attestation de salaire et vous complétez les différents champs. Et si vous voulez plus de détails sur la complétude de l'attestation de salaire, je vous invite à suivre notre prochain webinaire sur le sujet qui aura lieu jeudi prochain où on vous expliquera tout dans le détail. Merci pour ces informations. Comment suivre l'indemnisation? Alors, pour pouvoir suivre l'indemnisation, c'est depuis votre compte Net Entreprise et vous avez aussi la possibilité de consulter les décomptes en cas de subrogation uniquement en cliquant sur attestation de salaire, puis bordereau de paiement d'indemnité journalière et vous pourrez réaliser vos différentes recherches. Pour gagner du temps, limitez vos filtres en indiquant uniquement le numéro de sécurité sociale du salarié et en cliquant sur Vue par salarié. Vous obtiendrez tous les décomptes en rapport avec ces indemnités journalières subrogées. Je te remercie pour ces réponses, Ingrid. Un rapide rappel, s'il te plaît, sur la législation qui encadre l'indemnisation accident de travail, maladie professionnelle.
Alors, en cas d'arrêt de travail médicalement constaté dû à un accident de travail, et pour compenser cette perte de salaire, le salarié va percevoir des indemnités journalières. Donc, ces indemnités journalières sont calculées à partir du salaire brut du mois civil qui précède le dernier jour de travail. Par exemple, accident du travail au mois d'octobre. Nous sommes le 14, il est victime d'un accident de travail le 14 octobre. Vous établissez votre déclaration d'accident de travail, il est en arrêt de travail. Vous établissez donc votre signalement d'événement. Et là, le mois de référence qui sera pris en compte, ça sera le mois de septembre et non pas celui du mois d'octobre. Le taux forfaitaire de 21% sera appliqué sur le salaire brut soumis à cotisation, donc là, dans notre exemple, celui du mois de septembre. Et l'indemnité est versée pendant les 28 premiers jours d'arrêt. Elle est égale à 60% du gain journalier de base et à compter du 29e jour, on versera une indemnité majorée qui est égale à 80% du gain journalier de base. Le montant de cette indemnité journalière, elle est réduite de la CSG et de la RDS, qui est équivalent à peu près à 6,70% pour obtenir le montant net. Donc, pour rappel, ces indemnités journalières perçues au titre de l'accident du travail sont soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 50% sur le montant. Et je te remercie. Justement, dans le cadre de la DSN, peux-tu nous rappeler ce qui se passe sur le tableau de bord? Oui, alors le tableau de bord DSN permet d'accéder et d'avoir une vue d'ensemble des DSN mensuels et des signalements d'événements que vous avez transmis. Donc, à partir de celui-ci, vous pourrez consulter l'ensemble des retours d'information du système et des organismes concernés. Donc, ce tableau de bord est donc un outil important et à utiliser sans modération. Donc, si vous êtes en EDI, vous pourrez le consulter directement depuis votre logiciel de paye. Pour tous les autres qui ne sont pas en EDI, vous devez vous connecter à votre compte Net Entreprise pour pouvoir le consulter. On vous met le lien dans le chat pour pouvoir y accéder. Merci à toi, Ingrid, pour toutes ces informations relatives à l'indemnisation. On va passer à un autre sujet en compagnie de Karima, le compte AT-MP. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, avec le compte AT-MP, l'assurance maladie risque professionnel va vous mettre à disposition en fait un site, enfin un compte pour gérer vos risques professionnels. Donc, quand vous le souhaiterez, vous pourrez aller consulter en ligne vos taux accident du travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez pouvoir vérifier en fait les feuilles de calcul, voir finalement comment a été calculé ce taux. Grâce à une mise à jour quotidienne de ce service, vous allez pouvoir suivre en temps réel les accidents du travail et les maladies professionnelles récemment reconnus qui vont venir impacter vos futurs taux en accident du travail. Donc, en fait, c'est vraiment un service qui est très complet. Les principaux avantages sont affichés à l'écran. C'est surtout quelque chose qui va vous permettre une consultation du taux de cotisation notifié et le détail du calcul, comme je vous le disais. Vous allez pouvoir avoir l'information en temps réel et surtout, vous allez pouvoir télécharger toutes les données qui vous sont fournies, soit au format CSV, soit au format PDF, en fonction de ce que vous voulez en faire, soit les exploiter ou encore les archiver. Alors, la notification dématérialisée, il faut savoir qu'elle est devenue obligatoire pour les entreprises de plus de 10 salariés depuis le 1er janvier 2021. Et attention, elle devient obligatoire pour tout le monde à partir de janvier 2022. Donc, pour toutes les entreprises qui relèvent du régime général, cette notification dématérialisée devient obligatoire. Donc, faites attention. Si vous n'avez pas souscrit ce service, il va falloir le demander parce que sinon, vous vous exposez à des pénalités financières. Donc, je vous invite vraiment, je vais vous expliquer d'ailleurs comment le faire, à souscrire ce service sur Net Entreprise pour pouvoir bénéficier de la dématérialisation de cette notification du taux. À partir de là, justement, Karima, peux-tu nous rappeler qui peut le consulter? Alors, vous, entreprise, évidemment, vous allez pouvoir consulter donc votre taux d'accident du travail, mais surtout, si vous avez mandaté, je ne sais pas, un comptable, un expert comptable, une entreprise externe, elle pourra également, pour votre compte, donc
consulter ce fameux taux. Alors, si vous avez souscrit le service à partir de l'établissement siège et que vous avez plusieurs établissements, sachez que ça se fait automatiquement, l'adhésion se fait automatiquement pour tous les établissements. Maintenant, si vous saisissez établissement par établissement, effectivement, va falloir les faire individuellement. Mais pensez à le faire du siège. Du coup, ça souscrit le service pour tous les établissements. Et peux-tu nous expliquer comment ouvrir un compte accident de travail et maladie professionnelle AT-MP justement? Oui, bien sûr. Alors, vous reconnaissez à l'écran en fait l'interface Net Entreprise. Donc, vous faites comme d'habitude, vous vous connectez, identifiant, mot de passe, vous atterrissez sur la page d'accueil. Donc là, en fait, il y a un espèce de pavé en bas qui correspond à l'ancien menu personnalisé pour lequel, en fait, vous allez cliquer, vous le voyez là, sur Gestion. Une fois que vous cliquerez sur Gestion, donc ça va s'ouvrir, vous irez cliquer sur Gérer les inscriptions. Donc, vous avez Gérer les déclarations, Gérer les inscriptions. Vous cliquez donc sur ces fameuses déclarations. Donc déjà, avant de gérer les inscriptions, effectivement, gérer les déclarations. Et à ce moment-là, vous avez deux pavés qui s'affichent à l'écran. Le pavé de gauche, ce sont tous les services qui sont disponibles encore sur Net Entreprise pour lesquels vous n'avez pas demandé l'utilisation. Donc du coup, ça reste sur la gauche. Ce qui est sur la droite, c'est tous les services que vous avez souscrits. Donc vérifiez que le compte AT-MP est bien sur la droite. D'accord ? S'il ne se trouve pas sur la droite, je vous invite à aller le chercher sur la gauche. Donc, vous le sélectionnez et vous le faites passer avec la petite flèche unique sur la droite. Et ensuite, donc, vous validez. Alors, bien évidemment, quand le service sera disponible 24 heures après, donc vous penserez bien à accepter les conditions générales d'utilisation. Alors, une fois que le service est actif et que vous avez accès à toutes vos informations, sachez que le téléchargement d'une décision de taux de cotisation AT-MP donc, a valeur de notification du taux. Jusqu'à présent, comment ça se passait? Vous receviez en début d'année à chaque fois donc, votre lettre avec la notification de votre taux. Donc désormais, ça se fait en ligne, je viens de vous l'expliquer, puisque la notification est dématérialisée. Donc, à la suite du premier téléchargement de la décision, ça va correspondre en fait à la date de départ de délai de recours. Vous savez que quand on vous notifie en fait ce taux, vous avez tout à fait la possibilité de le contester. Donc, il y a un délai de recours qui normalement est noté sur la notification ou sur la lettre que vous receviez avant. Donc, il faut savoir qu'une décision non téléchargée dans un délai de 15 jours suivant la réception du courriel d'information est réputée valablement notifiée à la date de mise à disposition. Alors, en fait, vous voyez à l'écran entouré en rouge la date de notification. Là, c'est mentionné dans la colonne date de notification de la décision. Donc, il faut savoir que si on vous met à disposition la notification, que vous recevez le mail vous indiquant qu'il est mis à votre disposition, au bout de 15 jours, on considère qu'elle vous a été notifiée. Et donc, le délai commence à courir. Donc, effectivement, si vous attendez 2 mois pour pouvoir télécharger le document, ce n'est pas au moment où vous le téléchargez ou vous l'ouvrez que commence à courir le délai, mais bien au moment où on l'a mis à disposition. Donc, je vous le disais, la notification dématérialisée du taux, elle devient obligatoire dès janvier 2022 pour tout le monde. Donc, pour ne pas encourir de pénalités, pensez à faire ce que je viens de vous montrer et à vous assurer que vous bénéficiez bien donc du service compte AT-MP. Alors, je vous ai mis en fait les principaux avantages à l'ouverture de ce compte. Donc, tout à fait, vous allez pouvoir consulter les taux de cotisation. Vous allez pouvoir accéder à la notification dématérialisée. Vous allez pouvoir consulter le bilan individuel des risques professionnels. Vous pourrez également, si vous le souhaitez, télécharger l'attestation des indicateurs des risques professionnels. Vous pourrez aussi accéder au barème des coûts moyens par secteur d'activité. Et si vous êtes éligible, vous pourrez même demander une subvention prévention en ligne directement. Alors,
Tout ce que je vous explique concernant le compte AT-MP, sachez que ce service est géré par la Caisse régionale d'assurance maladie ou par les CARSAT, pas par la CPAM. Donc moi, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est un service qui est proposé, qui est associé aux accidents du travail. Si vous avez des questions d'ordre technique, des questions sur votre taux accident du travail, je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'apporter une réponse. Je vous invite en fait à vous retourner vers la Caisse régionale d'assurance maladie ou vers la CARSAT dont vous dépendez. Maintenant, sachez que la CARSAT, les CARSAT et donc la CRAMIF mettent à disposition, si vous le souhaitez, des webinaires également pour pouvoir découvrir l'utilisation de ce service. Donc, si vous êtes intéressé, sachez qu'on mettra sur amélie.fr, donc dans normalement la rubrique actualité. Bader va vous expliquer comment suivre l'actualité de l'assurance maladie. Vous verrez des dates mises à disposition pour les prochains webinaires qui sont proposés donc par la Caisse régionale d'assurance maladie pour découvrir ce téléservice qui est le compte AT-MP. Voilà, sinon, si vous voulez plus d'éléments, je vous invite également à vous rendre directement sur le site internet de la Caisse régionale d'assurance maladie ou sur votre CARSAT. Très bien, un grand merci à toi Karima, un grand merci à toi Ingrid pour l'ensemble de vos explications. On arrive maintenant à la séquence boîte à outils. Pour ça, justement, nous mettons à votre disposition un certain nombre de fiches mémo sur différents thèmes en lien avec la DSM notamment, mais aussi sur la DAT qui vous sont transmises par Christelle, dont la fameuse fiche, les 5 clés sur la DAT, pour une DAT réussie. Vous envoyez quelques exemplaires à votre écran. Comme à notre habitude, quelques fiches aussi astuces sur les salariés, sur le salaire aussi rétabli, la reprise anticipée et le dernier jour de travail. Elles vous seront utiles tout au long de votre activité RH, donc n'hésitez pas à les conserver précieusement, ça peut aussi vous être utile. Enfin, un dernier élément aussi à prendre en considération, Karima en a parlé tout à l'heure, restez connecté à la nouveauté, à l'information. Comme vous le savez, il y a une évolution constante de la législation. Aussi, si vous en avez le temps et la possibilité, n'hésitez pas à vous rendre sur le site amélie.fr, onglet pour les entreprises. Je vous invite à suivre l'actualité et les points réglementaires, par exemple la newsletter de 3 minutes pour les entreprises, mais aussi le calendrier, justement, on en a parlé, de nos prochains webinaires. En fonction effectivement de vos interrogations, là encore, différentes façons d'obtenir des réponses. On met à votre disposition un certain nombre de contacts utiles, dont la hotline employeur, le 36 79. Pour vos réclamations relatives à éventuellement effectivement des soucis de l'ordre d'un litige lié à des indemnités journalières ou autres, privilégiez en priorité Réclame employeur, l'outil de la réclamation. On avait eu l'occasion de nous présenter cet outil il y a de ça quelques semaines. N'hésitez pas à l'utiliser, il est bien fait et il sera effectivement à utiliser dans le cadre de ce type de réclamation. Pour toute question maintenant concernant l'accès au téléservice de Net Entreprise, je vous invite davantage à contacter la hotline Net Entreprise, le 0820 000 516, ou la hotline DSN, pour ceux qui utilisent la DSN, le 0811 376 376. D'ailleurs, si vous avez des petits soucis de connexion par rapport effectivement à ces différents services, si vous ne parvenez pas à vous connecter et que vous avez des messages d'erreur, type votre mot de passe n'est pas authentifié ou vos données d'authentification sont incorrectes, ça veut dire qu'une erreur est présente. Vous avez là en fait un rapide diapo qui vous permettrait de cerner l'éventuelle erreur et de corriger afin de réaliser tout simplement le nécessaire à vos connexions, dont le fameux réinitialiser votre mot de passe. La plupart des cas de figure relatifs aux erreurs rencontrées par les employeurs en général y sont détaillés. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à contacter Net Entreprise ou à contacter directement vos conseillers employeurs assurance maladie. Pour la Seine-Saint-Denis, en l'occurrence, Ingrid, Karima, moi et ma collègue Christelle. On passe maintenant à l'onglet questions, pour lequel effectivement Karima et Ingrid ainsi que Christelle vont prendre la main. Oui, merci beaucoup Bader, merci beaucoup pour toutes ces explications relatives à comment nous contacter. Alors, effectivement, alors déjà, je m'excuse par avance, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont pas pu nous joindre suite à un problème de connexion Zoom. Donc, si vous-même avez rencontré des difficultés lors de la connexion Zoom, n'hésitez pas à nous en faire part. Donc, soit nous envoyer un mail pour qu'on essaye du coup d'arranger ça pour la prochaine fois. Donc là, je vous propose de passer tout de suite à l'étape des questions-réponses. Je vais laisser la main à Christelle pour nous poser les premières questions. À toi de jouer, Christelle.
Merci beaucoup, Karima. Alors oui, vous avez été très nombreux à nous poser beaucoup de questions sur la législation et la réglementation. Donc, je vais commencer à m'adresser à Karima pour essayer de répondre à certaines d'entre elles. Par contre, vous inquiétez pas, toutes les questions que vous avez posées seront étudiées et une réponse vous sera faite et on vous enverra tout ça en début de semaine prochaine avec également les fiches astuces, les liens vers les différents webinaires. Alors, Karima, première question. On a un employeur qui nous dit je ne comprends pas la définition de l'accident de travail, car j'ai un exemple où l'accident n'a rien à voir avec le travail et la sécurité sociale a accepté celui-ci. L'exemple que je vais vous citer, c'est un salarié qui a eu un AVC sur le lieu du travail. La sécurité sociale a accepté cet accident en accident de travail, alors que le salarié avait plusieurs signes durant les semaines précédentes. Merci Christelle pour cette question. Donc alors effectivement, vous savez, la définition de l'accident du travail, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où en fait il s'est produit quelque chose sur l'entreprise, vous devez absolument le signaler, hein, sur le temps du travail, sur le lieu du travail, sous la subordination de l'employeur. Donc ce salarié, si je comprends bien, a eu son attaque alors qu'il était sur le temps du travail, sur son lieu du travail, alors qu'il effectuait son travail. Donc certes, il avait peut-être des dispositions, effectivement, il a peut-être eu quelques antécédents médicaux qui ont fait qu'il a eu son attaque à ce moment-là. C'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure, en fait. Alors, il faut savoir que ce dossier accident du travail, s'il a été pris en charge, c'est qu'il a été au départ vu par le médecin conseil de la sécurité sociale. Car quand il s'agit de malaise, que ce soit des malaises cardiaques ou autres, en fait, nous interrogeons le service médical pour savoir s'il y a une relation de cause à effet entre le malaise et le travail. Et c'est le médecin qui est seul décisionnaire du caractère, je vous dirais, professionnel là, de l'accident en question. Donc, si ça a été reconnu en accident du travail, c'est que le médecin a reconnu qu'effectivement, le malaise était imputable au travail. Merci beaucoup, Karima. Alors, toujours pour Karima, lors de réserve, l'accident est-il examiné systématiquement par les services de la sécurité sociale? Alors oui, je vous confirme, toutes les réserves sont lues et examinées par l'assurance maladie. Je vous expliquais tout à l'heure, en fait, la différence entre une réserve motivée et une réserve non motivée. Alors, à partir du moment où les réserves sont motivées, ça entraîne automatiquement une instruction supplémentaire. Ça signifie qu'on ne sera jamais dans les délais de 30 jours, on sera toujours 90 jours maximum pour donner, donc au bout de 90 jours, on dira si c'est pris en charge ou pas pris en charge. Maintenant, il est vrai que si vos réserves ne sont pas motivées, si le simple fait d'écrire j'émets des réserves sur la déclaration d'accident du travail, ça n'est pas une réserve motivée. La CPAM n'est pas tenue, si vous voulez, de lancer des investigations sur cette simple information, car elle n'est pas suffisante. En fait, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il faut absolument que les réserves soient motivées, qu'elles portent sur une des circonstances que je vous décrivais, donc sur le temps du travail, sur le lieu du travail, sous la subordination de l'employeur ou sur la lésion, puisque je vous ai dit, il faut qu'il y ait un fait accidentel qui ait engendré une lésion. Donc, s'il n'y a pas de lésion ou s'il y a un doute sur la lésion, voilà, vous pouvez émettre vos réserves. Mais dans tous les cas, elles sont étudiées. Merci beaucoup. Alors, pour contester, si on a un salarié qui nous ment sur le fait, les lésions, et qu'on le sait, est-ce que on peut contester cette décision auprès de la sécurité sociale qui, elle, a donné raison au salarié? Qu'est-ce que je peux faire en tant qu'employeur? Alors, déjà, il faut savoir qu'effectivement, une fois que l'accident est pris en charge, il est pris en charge. D'accord? Ça restera acquis à l'assuré. Maintenant, vous pouvez tout à fait vous contester. Vous souhaitez que cet accident du travail ne vous soit pas opposable. Vous êtes en capacité d'apporter des preuves qu'il y a un problème avec cet accident du travail. Ce sera étudié, effectivement. Si votre contestation est retenue et que vous avez gain de cause, l'accident du travail ne vous sera pas opposable et donc ne comptera pas dans votre compte ATMP. Ceci dit, la décision restera acquise au salarié.
une fois que la décision est prise en charge et notifiée au salarié, même si on revient dessus vous concernant et que l'AT ne vous est pas opposable, sachez que lui, il continuera à bénéficier de ses droits. D'où l'intérêt de ces fameuses réserves. Si au moment où vous émettez l'accident du travail, la déclaration d'accident du travail, vous émettez des réserves, donc on les étudiera. Maintenant, sachant que vous n'avez que 48 heures pour faire la déclaration d'accident du travail, il est possible qu'à ce moment-là, vous n'ayez pas toutes les informations nécessaires pour faire des réserves. Pas de souci. Sachez que la CPM accepte jusqu'à 10 jours, vous avez jusqu'à 10 jours pour émettre des réserves après nous avoir envoyé la déclaration d'accident du travail. Donc, tout l'intérêt est effectivement de nous prévenir suffisamment tôt pour qu'on puisse lancer une instruction supplémentaire et donner une décision finale. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Alors, toujours sur la réglementation, si l'entreprise ne remplit pas une des 3 conditions nécessaires pour avoir un registre interne des accidents bénins, doit-elle systématiquement déclarer ces accidents bénins sur Net Entreprise? Alors, le principe des accidents bénins, effectivement, donc Ingrid elle nous l'a un peu expliqué tout à l'heure, il faut avoir un registre. Donc, tout le monde n'a pas ce registre, il faut en faire la demande. D'accord? Donc, si vous obtenez ce registre, c'est que vous avez le droit de gérer les accidents de travail bénins. Donc, un accident de travail bénin, le principe, c'est de ne pas faire de déclaration. En fait, imaginons que moi, je suis salariée, je me suis coupé le doigt, et puis, bon, bah, c'est un petit accident. Donc, je l'ai signalé à l'infirmière de l'entreprise. Du coup, elle a noté sur le cahier en indiquant que tel jour, je suis venue et puis elle note la lésion et il y a un petit numéro de registre qui correspond à cet accident. S'il n'y a pas de suite à cet accident, pas de problème, les choses s'arrêtent là. Maintenant, imaginons que mon doigt s'infecte et que je sois obligée d'aller voir un médecin pour cela et que je sois arrêtée. Alors oui, là, à ce moment-là, vous devez aller faire une déclaration d'accident du travail. Normalement, le délai, c'est 48 heures pour la déclarer. Mais du fait que vous ayez inscrit cette information sur le registre des AT bénins qui était mis à votre disposition, finalement, vous êtes tranquille par rapport à ce délai. Donc, il vous faudra juste nous inscrire le numéro du registre auquel, en fait, vous avez fait cette déclaration d'accident de travail bénin. Et à ce moment-là, donc, nous, certes, on recevra la déclaration, je ne sais pas, peut-être un mois après que l'accident se soit passé, mais vous serez tranquille en termes de délai puisque le jour même, vous l'aviez inscrit sur le registre. Alors, je vous le rappelle, le registre, ce n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des conditions qu'on vous a énumérées tout à l'heure sur le PowerPoint. Et effectivement, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure et que vous ne bénéficiez pas d'un registre officiel qui est remis d'ailleurs par la Caisse régionale d'assurance maladie ou par les CARSAT, à ce moment-là, vous n'avez pas d'autre choix que déclarer votre accident du travail, donc dans les 48 heures. Très bien, merci beaucoup Karima. Alors nous avons une situation qui nous a été exposée par un employeur. Donc j'ai un salarié qui va voir son médecin suite à un accident. Son médecin me contacte car il veut que le salarié vienne avec la déclaration de l'accident de travail. Mais je ne sais pas si cela va faire l'objet d'un arrêt de la part de son médecin et son médecin ne veut pas me répondre. Puis-je faire la déclaration en précisant sans arrêt? Alors, en fait, au moment où vous faites la déclaration d'accident du travail, vous ne savez pas forcément s'il va y avoir arrêt, pas arrêt de travail, donc ça n'a aucune incidence en fait. Sachez que si on parle de la même chose, si on est sur Net Entreprise, qu'on remplit la déclaration et qu'on arrive vers une des dernières étapes où il faut inscrire avec arrêt de travail ou sans arrêt de travail, cette information, en fait, elle est mise à cet endroit-là pour vous donner une passerelle par la suite sur les attestations de salaire et ça vous évite de tout recompléter en fait. Ça vous permet de faire une attestation dans la foulée. Maintenant, si au moment où vous faites la déclaration, vous ne le savez pas de souci. Que vous mettiez avec ou sans arrêt, ça n'a aucune incidence. Quand vous faites une déclaration d'accident du travail, en fait, il faut tout de suite remettre le volet de soins au salarié pour qu'il, lui, le présente au médecin. Donc, on ne lui remet pas une copie de la déclaration d'accident du travail. Attention, hein, parce qu'on a beaucoup d'employeurs qui ont tendance à remettre des copies de déclaration d'accident du travail. Non, surtout pas. On ne remet pas de copie, on remet juste le volet de soins. D'ailleurs, pour les salariés qui vous disent oui, la CPM n'a pas reçu la déclaration, etc., à partir du moment où vous avez fait votre déclaration en ligne,
que vous avez votre accusé de dépôt et que tout de suite derrière, 48 heures après, à peu près, vous avez reçu votre accusé réception logique qui atteste que la CPAM a reçu la déclaration d'accident du travail, ça signifie qu'on l'a. Donc, inutile de la ressaisir ou d'en remettre une copie à votre salarié. Merci beaucoup, Karima. Alors, nous avons où est-ce qu'on peut trouver le code risque professionnel correspondant à l'activité pour une nouvelle entreprise? Alors, le code risque professionnel, en fait, il se trouve sur le taux de notification, souvent là, des accidents du travail dont je vous parle. En fait, il y a ce taux, ce risque, en fait, qui est composé de, me semble-t-il, 3 chiffres et 2 lettres, hein. Je ne pense pas dire de bêtises. Il se trouve sur la notification. Des fois, on peut avoir des numéros différents en fonction qu'on a plusieurs catégories professionnelles dans l'entreprise, puisqu'en fait, c'est un taux qui est relié, en fait, c'est un numéro de risque qui est relié en fait à la catégorie professionnelle. Donc, on peut tout à fait en bénéficier de plusieurs. Ce n'est pas quelque chose d'obligatoire à mettre sur la déclaration d'accident du travail. Alors, certes, au moment où vous l'enregistrez, ça vous met un message, ça vous dit attention, vous ne l'avez pas mis, mais vous inquiétez pas. Si vous lisez jusqu'au bout, ça vous met que vous pouvez passer à l'étape suivante juste en cliquant sur étape suivante. Donc, si vous ne le connaissez pas, vous êtes une nouvelle entreprise, pas de souci. Vous cliquez une fois sur étape suivante, il affiche le message d'erreur. Vous cliquez une deuxième fois sur étape suivante. Du coup, il vous a basculé à l'étape d'après. Merci beaucoup, Karima. Alors, les 20 jours pour compléter le questionnaire sont en jours ouvrables ou en jours calendaires? Alors, les 20 jours pour le questionnaire sont en jours francs. Alors, est-ce qu'on vous avait apporté une définition sur les jours francs? Je me pose la question sur le PowerPoint. Il est possible qu'on fasse une petite marche en arrière sur le PowerPoint pour vérifier si nous avions indiqué une définition des jours francs. Sinon, on vous l'indiquera en fait, on vous l'indiquera sur le support de questions-réponses qu'on vous enverra. Donc, je fais juste une petite marche arrière très rapide pour voir si toutefois je vous avais mis la définition ou pas. Il est possible qu'effectivement, je ne l'ai pas indiqué. Nous avions la définition. À quel slide? Est-ce que nous savons? En fait, carrément, un jour franc, c'est dure de 0 à 24 heures. C'est un délai qui est calculé et qui ne tient pas compte du jour de la décision à l'origine du délai, ni du jour de l'échéance. Donc, si ce délai s'achève le jour férié, il est reporté au jour qui suit. Et ainsi, le délai s'achève un samedi et le lundi suivant, le jour férié, il est reporté au mardi. Donc, c'est un délai de 0 à 24 heures, un jour franc. Oh. Mais on vous remettra tout ça dans les questions-réponses concernant le jour franc. Oui, alors merci beaucoup Ingrid pour cette précision. Donc effectivement, on vous apportera la définition exacte. Donc là, Ingrid vient de nous réexpliquer comment ça fonctionnait. Mais vous en faites pas, on vous réexplique tout ça sur la liste des questions-réponses. Merci beaucoup. C'était un petit peu une question qui n'était pas prévue. Donc, une autre petite question un peu plus simple, ou en tout cas un petit peu moins compliquée sur les définitions. Est-il possible de visualiser nos déclarations d'accident de travail faites en ligne? Alors, je vais répondre oui, vous pouvez les visualiser. Je vous ai expliqué que tout à l'heure, c'était une fenêtre pop-up que vous devez autoriser à visualiser. Et comme ça, vous pourrez vérifier la déclaration, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'enregistrer. Donc ça, c'est votre gestion interne. Mais il y a cette possibilité, il faut juste autoriser la fenêtre publicitaire à s'afficher. Très bien. Merci beaucoup. Une autre question, comment peut-on faire lorsqu'on a un accident de travail qui est survenu hors de France? À partir du moment où en fait le salarié est soumis au droit français, que l'entreprise donc est en France, mais que le salarié est détaché en fait à l'étranger, on fait quand même une déclaration d'accident du travail. Merci beaucoup. Donc, au niveau des questions réglementaires, c'est vrai qu'on en a énormément. Donc, comme je vous l'ai dit au tout début, vous inquiétez pas, on va répondre à toutes les questions et on vous enverra tous les supports ainsi que le questionnaire questions-réponses qui pourra répondre donc à toutes les questions que vous nous avez demandées. Là, on va passer sur quelques petites questions qui nous ont été posées dans le cadre de l'indemnisation. Et donc, je vais demander à Ingrid de pouvoir y répondre. Alors, j'ai une première question.
Quand je fais juste une attestation de salaire au risque accident de travail, la sécurité sociale m'envoie un mail pour que je fasse une attestation en maladie en doublon. Comment cela se fait? Alors ça, c'était notre législation avant. Maintenant, avec l'attestation accident du travail, on va pouvoir verser une indemnité journalière provisoire en maladie, le temps de pouvoir reconnaître ou pas l'accident du travail. Donc, si on reconnaît l'accident de travail, on réutilisera votre attestation accident du travail pour l'indemniser au titre de l'accident de travail. Et si on ne reconnaît pas, là, on vous demandera bien sûr une attestation de salaire au titre de la maladie pour pouvoir indemniser correctement l'indemnité journalière. Mais dans tous les cas, la première attestation d'accident de travail suffit pour verser l'indemnité journalière provisoire. Alors, j'apporte juste une petite précision supplémentaire à ce qu'a nous a répondu Ingrid. C'est qu'en maladie professionnelle, il est fort probable qu'on vous ait demandé effectivement avant une attestation en maladie. Donc, quand on est en maladie professionnelle, effectivement, il y a attestation maladie et après attestation au risque professionnel pour qu'on puisse vous payer. Et quand on est en accident du travail, comme nous l'a expliqué Ingrid, en fait, il faut privilégier uniquement les attestations en accident du travail, d'autant que quand vous faites un signalement, on ne peut pas faire un signalement en maladie et en même temps un signalement en accident du travail. Donc, on ne privilégie que les accidents du travail quand il s'agit d'un accident du travail et pas d'une maladie professionnelle. Tout à fait. Et une dernière précision par rapport à ça, effectivement, n'oubliez pas cet élément, c'est que l'indemnité journalière provisoire est effectivement calculée sur la base des indemnités, sur la législation des indemnités maladie. La cotisation sociale nécessaire à cela, effectivement, reprend la même législation que la maladie. Dans certains cas, si cette cotisation, on ne la retrouve pas sur les attestations de salaire, accident de travail, maladie professionnelle, c'est vrai. On peut revenir vers vous malgré tout pour vous réclamer une attestation de salaire maladie, mais c'est assez rare. Merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces précisions. Alors, pendant combien de temps sont versées les indemnités journalières au risque accident de travail? Alors, elles sont versées le temps que l'on a des certificats médicaux. Tant qu'on a des certificats médicaux, on ira jusque-là. Le dossier sera revu régulièrement par le médecin conseil pour statuer s'il est toujours en cours. Voilà. Après, dès que les certificats médicaux sont terminés, il faudra nous envoyer le salarié devra nous envoyer un certificat médical final pour clôturer son accident du travail et on mettra un terme aux indemnités journalières. Merci beaucoup. Alors, un employeur nous pose la question, faut-il transmettre systématiquement l'attestation de salaire à notre salarié ou est-ce que le fait de l'avoir réalisé suffit largement? Ça suffit largement, vous n'avez pas besoin de lui donner un exemplaire. Si vous l'avez fait depuis votre si vous avez fait un signalement DSN, vous lui indiquez juste que vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait, par exemple, sur Net Entreprise, vous avez votre accusé de dépôt. Vous pouvez lui transmettre l'accusé de dépôt pour vous prouver que vous l'avez bien faite. Mais ne lui donnez surtout pas une attestation, ne les rééditez pas, puisque ça fera un doublon et ça risque de couper l'indemnisation, puisqu'on vérifiera si c'est pas une rectificative et voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires ou différentes. Donc, surtout pas d'attestation auprès de votre salarié si vous l'avez faite en dématérialisé. Merci beaucoup. Alors, au niveau des questions sur l'indemnisation ou la complétude des attestations de salaire, je pense que nos employeurs sont au top à ce niveau-là. Au niveau réglementaire, on a encore deux, trois petites questions que je vais poser et puis après, je pense qu'on donnera le mot final à ce webinaire. Est-ce que la victime doit faire systématiquement constater ses blessures par un médecin le jour de son accident ou peut-elle le faire par la suite? Alors, effectivement, quand elle a son accident, normalement, la victime doit faire constater immédiatement par un médecin. Alors, il faut savoir que pour que la présomption d'imputabilité de l'accident soit valable, comme je vous en parlais tout à l'heure, l'accident doit se produire sur le lieu du travail, sur le temps du travail sous la subordination de l'employeur. Donc, il faut forcément qu'il y ait un fait accidentel qui ait engendré une lésion, mais il faut surtout que le salarié vous ait prévenu dans les 24 heures de cet accident. Donc, à partir du moment où il vous prévient dans les 24 heures, il n'y a pas de souci. La présomption d'imputabilité, elle est là. Donc, qu'il ait le certificat le jour même, je vous dirais, ou le lendemain,
ou peut-être 2 jours après, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que l'idéal, quand on est blessé lors d'un accident du travail, c'est de faire constater ces lésions immédiatement. Donc, si on ne peut pas aller chez le médecin tout de suite, on y va à la fin de la journée, voire le lendemain, mais il faut absolument un certificat médical initial pour commencer l'instruction en accident du travail. Merci beaucoup. Et est-ce qu'on peut faire une déclaration d'accident de travail rectificative? Alors, oui, tout à fait. C'est vrai que quand vous complétez votre déclaration d'accident du travail, Ingrid, elle nous l'a montré tout à l'heure, la déclaration d'accident du travail, elle s'affiche à l'écran exprès pour qu'on puisse vérifier que tous les éléments qu'on a mis dessus sont exacts. Maintenant, il est vrai qu'imaginons que vous ayez fait partir la déclaration trop vite et qu'il manquait une information ou que l'information était erronée. Il n'y a pas de souci, vous n'avez pas d'autre choix que de saisir une nouvelle déclaration comme vous l'aviez fait initialement. Donc, on tiendra compte de la dernière déclaration d'accident du travail arrivée. Merci beaucoup. Alors, suite aux explications d'Ingrid, un employeur a rebondi par rapport à l'indemnisation. Elle pose la question, l'indemnité journalière versée provisoire, elle est en maladie ou en accident de travail? Elle est en maladie temporairement, donc il y aura bien les 3 jours de carence et il y aura une indemnité journalière versée au titre de la maladie. Et si l'accident de travail est reconnu, on reprendra l'attestation de salaire accident du travail et on paiera au titre de l'accident de travail. Donc, on reprendra les 3 jours de carence qu'on indemnisera. Merci beaucoup. Je vais redonner la parole à Karima qui va clôturer ce webinaire et vous inquiétez pas, on vous enverra toutes les réponses à vos questions. Merci beaucoup, Christelle. Écoutez, je vous remercie d'avoir assisté aussi nombreux à ce premier webinaire dédié aux déclarations d'accident du travail. Donc, j'ai vu effectivement qu'il y a énormément de questions sur la rubrique questions-réponses. Donc, on a répondu à certaines. Alors, surtout, ne vous inquiétez pas. On enverra la liste des questions-réponses à tous les participants à ce webinaire. Vous aurez forcément la réponse à votre question. Donc, on vous enverra le support de présentation d'aujourd'hui, accompagné donc de la liste des questions-réponses, plus tous les documents qu'on jugera utiles, donc nécessaires à votre traitement des accidents du travail. Je vous invite, s'il vous plaît, à nous répondre au questionnaire de satisfaction. Donc, Christelle a dû vous mettre le lien en rubrique chat. Nous vous enverrons d'ici une petite heure, voire 2, donc de nouveau le questionnaire de satisfaction. Donc, si vous n'avez pas répondu via le chat, répondez-y à ce moment-là. Ça nous permettra de vous proposer en fait encore d'autres webinaires sur le principe de ces webinaires de formation comme ça qui durent 1 heure, 1 heure 30. Donc, je vous remercie tous. Je remercie mes collègues de m'avoir aidé dans l'animation de ce webinaire et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire qui, lui, sera destiné à la complétude des attestations de salaire sur Net Entreprise. Donc, on parlera de tous les risques, à savoir maternité, paternité, maladie, accident du travail. Donc, je pense que ça peut être utile à tout le monde, même si vous êtes déjà très performant. Je pense qu'une petite révision parfois peut être la bienvenue. Donc, merci à tous. Très bonne continuation à vous. Au revoir. Au revoir, Karima. Tu peux mettre peut-être nos numéros de téléphone pour nous joindre en cas de problématique. Merci à tous de votre participation et à très bientôt et à la semaine prochaine. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous et une bonne continuation. Au revoir.